à fait. En fait, moi j'ai une anecdote à raconter, c'est que j'ai rencontré François Brotte, qui est le député qui a mis en place en 2014 toutes les lois pour libéraliser les éoliennes. J'ai rencontré dans un colloque de promoteurs éoliens. Et il m'a dit, on veut remplacer vos clochers par des éoliennes. Donc il y a une véritable volonté. Vraiment direct. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une volonté de remplacer le clocher visible dans ces routes de très loin par des éoliennes gigantesques de 150 à 200 mètres de haut qui deviennent les nouveaux totems de cette nouvelle religion. Laure de la Rodière. Bonjour Éric Le Serre. Vous êtes député de la 3e circonscription d'Eure-et-Loir. Oui, c'est vous appartenez au groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale et vous êtes, on peut dire, une des chefs de file du combat mené au Parlement contre les éoliennes. Et j'aurais voulu comprendre pourquoi vous menez ce combat, qu'est-ce qui vous a incité à partir en guerre, on peut dire ça comme ça, en tout cas si vous en êtes d'accord, à partir en guerre contre les éoliennes, et quel est l'objectif de ce combat que vous menez, sachant que vous êtes, on va dire, la députée aussi d'Illier-Combray, c'est-à-dire vous êtes au cœur de la question qu'on se pose depuis le début de cette enquête, qui est, peut-on concilier l'installation d'éoliennes et la protection du patrimoine ? Je suis rentrée dans ce combat en fait contre les éoliennes dès 2008, parce que je pense que dans le mix énergétique français, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire nous avons déjà une énergie, une électricité décarbonée, et donc produire de l'électricité à base d'éoliennes, très coûteux pour l'argent public, pour les Français, ça ne sert strictement à rien dans notre mix électrique. C'est essentiellement pour ça que je suis partie en combat contre les éoliennes. Et en plus, au fur et à mesure de mes déplacements en France, j'ai vu des éoliennes qui étaient implantées dans des endroits où ça défigurait complètement le paysage, complètement le patrimoine. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On ne va pas dépenser de l'argent public pour défigurer nos paysages et notre patrimoine, alors que pour lutter contre les gaz à effet de serre, l'énergie éolienne ne sert à rien en France. Je ne sais pas si elle sert ailleurs d'ailleurs, parce que quand on voit l'Allemagne, ils ont été obligés de réinstaller des centrales à charbon. Parce qu'ils ont abandonné le nucléaire en même temps qu'ils sont passés au renouvelable. Il y avait une contradiction. Et moi je pense qu'il faut plutôt investir dans les nouvelles générations de nucléaire, investir dans le projet ITER européen, investir sur ce qui faisait d'ailleurs la valeur de recherche et industrielle français qui était le nucléaire. Je l'ai toujours assumé. Maintenant, est-ce que politiquement, votre stratégie a une chance de réussir, compte tenu du fait qu'on voit bien aujourd'hui que le président de la République et le gouvernement essayent par tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces des électeurs écologistes, que ces derniers ont remporté un certain nombre de victoires dans les métropoles aux dernières élections municipales, et que vous savez bien que malheureusement le discours écologiste est assez simpliste en règle générale, c'est-à-dire qu'il considère qu'il suffit d'installer des éoliennes, des panneaux solaires et d'avoir des voitures électriques pour régler le problème de la transition énergétique. Est-ce que politiquement vous avez les moyens de ce que vous voulez entreprendre, qui est de considérer qu'en France on ne remplace pas les centrales nucléaires par des éoliennes ? Mais le gouvernement a aussi besoin des habitants des territoires ruraux, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin uniquement des écologistes. Et aujourd'hui les habitants des territoires ruraux en ont marre. Et ils commencent à le dire, ils commencent à faire entendre leur voix. Et ils ont des porte-paroles qui sont bruyants, présents. Alors on voit le combat que peut mener Stéphane Bern, qui a sa résidence secondaire ici dans la circonscription. Mais c'est le cas aussi des associations de protection du patrimoine. On sent que le vent, c'est le cas de le dire, est en train de tourner pour les éoliennes, et que le gouvernement ne parle plus d'éoliennes terrestres d'ailleurs. Quand il parle des éoliennes, il parle des projets d'éoliennes en mer. Donc il sent bien que le terrain commence à être miné en France. Il est en Allemagne également, qui était un précurseur. Il y a des endroits en fait où il y a une saturation d'éoliennes, et les gens qui sont dans ces territoires souffrent. C'est vrai que les gens des villes, en fait, peuvent trouver sympathique d'avoir des éoliennes parce que c'est une énergie renouvelable, c'est le vent qui produit l'électricité, c'est ancestral, en fait. Le fait que le vent ait produit de l'énergie, c'est ancestral. Mais c'est vraiment les gens des villes qui pensent ça. À la campagne, quand vous êtes au pied d'une éolienne qui n'arrête pas de tourner, qui clignote la nuit, c'est insupportable. C'est juste insupportable que votre environnement et votre quiétude soient dérangés par ces mâts de 200 mètres de haut. Alors après, il y a une dernière question sur, on va dire, puisque vous êtes une élue de la République, sur l'intérêt général et les intérêts particuliers.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive même fréquemment, qu'il y ait une contradiction entre des intérêts particuliers que les gens ont bien raison de défendre, qui est leur cadre de vie, on vient d'en parler, et puis la nécessité pour l'intérêt général de produire de l'électricité par exemple. On voit maintenant se multiplier en France depuis un certain nombre d'années l'opposition à tout ce qui est équipement collectif. Donc c'est vrai des éoliennes, mais c'est vrai des aéroports. Il y a un exemple célèbre. Ça peut être vrai des lignes à haute tension, ça peut être vrai des barrages, etc. Si on va dans cette logique-là, à un moment donné, si les intérêts particuliers prennent en permanence le pas sur l'intérêt général, on ne peut plus faire avancer le pays et ne peut plus répondre à un certain nombre de besoins. Est-ce qu'en tant qu'élu de la République, on est d'accord, élu de votre territoire, mais aussi élu de la République, vous avez conscience de ça? Non, mais vous avez raison dans votre analyse. Mais j'ai commencé à vous expliquer que les éoliennes, ça ne servait à rien. Donc, ce n'est pas l'intérêt général. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Ça sert des intérêts particuliers, ça sert les intérêts des promoteurs. Les communes dans lesquelles sont installées des éoliennes ont un revenu fiscal intéressant, les communautés de communes aussi, les départements aussi, hein, enfin, c'est les 3 niveaux de collectivité qui touchent de l'argent des éoliennes, les agriculteurs aussi. Enfin, les propriétaires de terrain. Voilà, ce sont souvent des agriculteurs, mais c'est les propriétaires. Voilà, donc moi je ne pense pas que l'intérêt général de la France, ça soit d'avoir des éoliennes. D'accord. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des aéroports, c'est l'intérêt général. C'est nécessaire d'avoir des entreprises qui s'installent. Et donc c'est vrai que quand on porte ces projets-là, il peut y avoir une contestation de la population. Mais là, on sert un intérêt général qui est l'emploi en France, qui est la facilité de transport, qui est le développement économique. Je ne pense pas que ce soit le cas dans le cadre des éoliennes. Ok, très bien, merci. Et nous allons maintenant donc retrouver Fabien Bouglet pour poursuivre ce débat et cette discussion. Je laissais les liens. Est-ce que vous qui étiez donc auditionné par la commission d'enquête parlementaire, vous avez suivi de près, est-ce que c'est un exemple que vous avez vu se produire ou se reproduire à plusieurs reprises? Tout à fait. En fait, il faut bien voir qu'on a une image tout à fait intéressante des promoteurs éoliens. Ils passent souvent pour des ONG qui vont sauver la planète. Moi, je me souviens d'un promoteur éolien qui s'intitulait The Power to Survive, le pouvoir de survivre. Et donc, il allait dans la campagne démarcher. Ce sont de véritables commerciaux. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour l'intérêt général de l'écologie et du fait de sauver la planète. Non, ils sont là pour des intérêts financiers forts. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne un parc éolien, comment ça marche. D'abord, vous avez la maîtrise foncière. La maîtrise foncière, c'est la première étape avant toute discussion avec les élus. Ils vont, auprès des potentiels propriétaires de parcelles qui vont accueillir les éoliennes, signer des promesses de baux emphytéotiques. Et une fois qu'ils ont... En échange de redevances, en échange de redevances, de financement de projet. Tout à fait. Alors c'est de l'ordre de 5 000 € pour le propriétaire et 5 000 par an par éolienne et par an pour un propriétaire qui ne serait pas exploitant et 5 000 € environ pour l'exploitant. Donc en tout, on a une enveloppe de 10 000 € par éolienne et par an, répartis, voilà, 20-25 ans, répartis entre l'exploitant et le propriétaire. Et une fois que les promoteurs éoliens ont ces promesses de baux emphytéotiques, ils vont voir la mairie, souvent de manière assez agressive. Les élus font part de ce qu'ils sont harcelés par plusieurs promoteurs éoliens pour signer une étude de faisabilité. Et là, c'est le doigt dans l'engrenage. À partir du moment où les élus... Le maire peut refuser une étude de... Bien sûr, c'est le conseil municipal, donc ça passe au conseil municipal. Et en fait, dans ces études de faisabilité, c'est un contrat qu'il signe avec un promoteur éolien et ce contrat est bien ficelé parce que, en fait, dans l'étude de faisabilité, il est mentionné que si la mairie ne veut plus d'installation d'éoliennes, même, on va dire même sans que ce soit juridique, même ne souhaite plus d'éoliennes, il faudra que la mairie paye l'étude de faisabilité qui peut peser de 30 à 40 000 €. Et à partir du moment où on a l'étude de faisabilité qui est validée par la mairie là, les élus, souvent on le constate, ils sont poings et mains liés avec un promoteur. Et une fois que le promoteur X a signé une étude de faisabilité avec une mairie, les autres promoteurs arrêtent de démarcher la mairie en question. Avoir une majorité, ça va dépendre aussi de la façon dont le gouvernement s'exprime sur l'éolien. Et moi, j'aimerais qu'il
qu'il écoute les Français sur ce sujet et qu'il regarde objectivement le fait que cette énergie n'est pas bonne. On ne produit pas d'emplois en France parce qu'on importe les éoliennes d'Allemagne et du Danemark. On a une énergie qui est déjà décarbonée, on n'a pas besoin d'avoir de l'éolien dans notre mix électrique. Allons défendre plutôt le nucléaire au niveau européen. On n'est pas obligé de s'aligner sur ce que fait l'Allemagne pour pouvoir défendre le fait que notre énergie elle est propre en France. Alors nous avons la chance, pour cette belle après-midi, d'être dans le jardin Marcel Proust à Illier-Combray. Et nous avons avec nous M. Arnaud Casalis, qui dirige une association de défense de l'environnement opposée aux éoliennes. Vous allez nous expliquer un peu cela. Et par ailleurs, vous avez été, si j'ai bien compris, également auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les éoliennes. Et je voudrais commencer sur une question qui est une question fondamentale en fait, sur l'utilité et l'intérêt des éoliennes. Cette question est la suivante, et vous la connaissez bien, c'est celle de l'intermittence. C'est-à-dire du fait que, entre la puissance théorique que sont capables de délivrer les éoliennes si elles fonctionnent, on va dire, de manière continue, et ce qu'elles délivrent réellement, il y a un écart considérable, presque de 1 à 5, puisque les éoliennes produisent un peu plus de 20%, 21, 22%, ça dépend du temps. Vous avez travaillé sur cette question et vous avez travaillé sur les conséquences économiques. D'après vous, cela fait que les éoliennes sont presque économiquement sans intérêt. Alors en fait, il faut bien comprendre cette chose fondamentale, et vous avez raison de le souligner, les éoliennes fonctionnent dans le cadre d'un, on appelle ça un tuyau avec un plancher et un plafond. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à moins 10-15 km/h de vent, elles ne tournent pas, et à plus de 80 km/h de vent, on les arrête pour des raisons de sécurité. Le reste du temps, elles tournent. Et en fonction du vent, elles peuvent tourner un peu, quelquefois beaucoup, mais quelquefois pas du tout. Donc c'est tout le problème de l'intermittence, c'est-à-dire qu'on a des ruptures d'approvisionnement en électricité qui sont imprévisibles, puisque la météo est quand même très incertaine. C'est intermittent et aléatoire. Si c'est intermittent et aléatoire, voilà. Donc on ne peut pas compter dessus. Alors, certains vous diront, bien sûr, qui ont des intérêts très financiers à l'opération, que si, bien sûr, on peut compter dessus. Et je vais vous même raconter une petite anecdote, parce qu'elle est dans les catalogues commerciaux des promoteurs éoliens. Ils vous expliquent qu'une éolienne, ça fonctionne à 95% du temps. Alors pourquoi ça fonctionne à 95% du temps? Tout simplement parce que fonctionner, ça veut dire être en état de marche. Donc elles peuvent ne pas produire d'électricité, être à l'arrêt et fonctionner comme un ascenseur qui vous attend au pied de votre immeuble, qui fonctionne parce qu'il est là à vous attendre. Donc vous voyez, le problème de l'intermittence, c'est celui d'une tromperie gigantesque, puisqu'en fait, on explique à des gens qu'il va y avoir de l'électricité, et en général, on laisse supposer qu'elle va être constante, régulière, ce qui n'est pas le cas. Il y a même des périodes qui sont les périodes de pointe où on en a le plus besoin, qui sont des périodes anticycloniques, où il n'y a pas de vent en général, ou très peu de vent. Vous voulez dire par exemple que pendant l'hiver, où on a besoin de beaucoup d'électricité, notamment pour le chauffage par exemple, c'est des périodes anticycloniques où il n'y a pas beaucoup de vent? C'est exact, c'est-à-dire qu'il est arrivé à des mois de février qu'il y ait des productions éoliennes, des rendements qui soient de l'ordre de 5%, c'est négligeable, ou moins. Et encore très récemment pendant l'été, en période de pointe, parce que maintenant il y a beaucoup de climatiseurs, il y a eu un jour une production éolienne qui était de l'ordre de 2%. Oui. 2%. Si je peux me permettre, en général, pendant les canicules, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a peu de vent. Canicule, pas de vent, grand froid, pas de vent. Et donc, au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en période de pointe où normalement on a besoin de produire de l'électricité complémentaire au système qui existe déjà, donc l'hydroélectricité, le nucléaire chez nous, eh bien, elles ne sont pas disponibles. Et donc, on est obligé de mettre encore un moyen complémentaire de production qui sont les centrales à gaz, et en Allemagne, en plus des centrales à charbon qui sont hautement polluantes. Et Fabien, oui. Qu'est-ce que cette intermittence a comme conséquence, on va dire, sur l'économie réelle des éoliennes et des ensembles éoliens? C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que l'électricité des éoliennes a un accès prioritaire au réseau électrique. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que la proportion d'électricité éolienne a beaucoup augmenté
pendant le confinement. Tout à fait. La consommation a baissé, mais comme il y avait un accès prioritaire des éoliennes, elles ont occupé une part plus importante de la production et de la consommation. Donc, quelle est la conséquence de cette intermittente sur l'économie réelle des parcs éoliens, sachant qu'il y a ce tarif garanti? En fait, si vous voulez, déjà, ce qui est important de noter, et c'est ce que souligne Arnaud Casalis, c'est qu'à partir du moment où les éoliennes sont intermittentes et à partir du moment où on a un backup, c'est-à-dire des entreprises au gaz, au pétrole ou au charbon en Allemagne qui viennent compenser l'absence d'électricité, voilà. Alors en France, c'est au gaz et au pétrole pour le backup des éoliennes. Eh bien, ce qui est contradictoire, c'est que plus on développe l'éolien, plus on développe des usines de compensation qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est la raison pour laquelle en Allemagne, malgré 500 milliards d'euros de dépenses publiques dans l'éolien notamment, eh bien, compte tenu du fait qu'ils avaient des usines au charbon pour compenser, eh bien, la Cour des comptes, la Cour fédérale des comptes allemande a expliqué qu'il n'y avait pas eu de baisse des gaz à effet de serre et que c'était un échec total. Donc la rentabilité des installations d'éoliennes et d'équipements, vous venez de nous l'expliquer, est loin d'être excellente. Pour autant, les promoteurs cherchent à trouver ou trouvent des moyens financiers, on va dire, de convaincre les municipalités ou de convaincre les propriétaires de terrain de les suivre. Quelles sont leurs stratégies pour réussir à s'implanter? Un promoteur éolien fait fortune. Il fait fortune par un dispositif légal qui lui permet de vendre son énergie produite, son électricité produite à un coût préétabli pendant 15 ans. C'est le jackpot. Quand vous analysez les comptes des promoteurs éoliens, il y a à peu près 106 sociétés en France à fin décembre 2018. Sur ces 106 sociétés, elles font toutes fortune et en général, toutes les sociétés éoliennes individuelles que vous trouvez partout dans les campagnes ont un capital qui est au maximum, je dis bien au maximum de 37 000 €, quelquefois 1 euro. C'est-à-dire que vous empruntez 10 millions d'euros et avec 1 euro, vous faites fortune. Voilà le dispositif. Donc ceci explique cela, c'est-à-dire toutes les démarches de la filière éolienne tendent vers cet objectif ultime qui est de permettre à des gens de se remplir les poches au détriment du contribuable et du consommateur. 15 ans, vous n'avez pas besoin de capitaux. Il n'y a pas besoin de capitaux, vous allez voir la banque, et surtout une banque d'État type BPI, la Banque publique d'investissement, elle vous fournit l'argent sur la table et ensuite vous allez installer vos éoliennes. Et ça, tout ça, c'est prévu par la loi et c'est ce qui est scandaleux dans ce dispositif, c'est qu'il est mis en place par le législateur. On peut faire fortune en France avec les éoliennes uniquement grâce à la loi et à son application. Et le financement participatif aujourd'hui qu'on met en avant, il est conçu pour améliorer encore cette rentabilité parce qu'il y a une prime au financement participatif qui permet, avec quelques euros de plus de coût, et je mesure mes mots, quelques euros, de gagner pratiquement 800 000 € de plus sur un projet éolien, gratuitement. Vous mettez 1 euro, vous faites un financement participatif, c'est une inscription sur Internet, sur un site particulier, et vous avez gagné ça. Point terminé. Voilà la filière éolienne. Merci beaucoup, Monsieur Casalis. Nous arrivons à la fin de notre enquête au pays de Proust sur les éoliennes, et nous pouvons commencer à en tirer quelques enseignements. Le premier, c'est qu'il est difficile de trouver une logique, une stratégie, une raison à l'implantation ici ou ailleurs des éoliennes. Ça semble être plus, en tout cas, des opportunités, on va dire des facilités réglementaires et politiques qui font que les parcs d'éoliennes s'installent à un endroit ou à un autre et pas forcément des conditions techniques, des conditions technologiques ou des conditions de protection de l'environnement et du patrimoine. Donc ça pose problème. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu, au fur et à mesure de nos discussions avec différents intervenants, qu'il y a une vraie question sur l'utilité des éoliennes, à savoir la logique de produire une électricité décarbonée et sans émission de gaz à effet de serre est une logique qui est défendable dans le cadre de la transition énergétique. Elle l'est moins en France, pour une raison qu'on connaît très bien, qui est que nous sommes déjà le pays champion du monde de la production d'électricité décarbonée, grâce notamment à notre parc nucléaire. Alors le problème en France, c'est que si on veut rester les champions du monde et continuer dans ce sens-là, et il faut donc, on va dire, soutenir, promouvoir, entretenir le nucléaire. Et ce qui malheureusement semble se
se passer aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans une logique où on essaye de remplacer le nucléaire par l'éolien avec tous les problèmes dont on a pu voir qui se posaient. Le troisième point, le troisième enseignement, c'est qu'on voit bien aussi, et c'est ce que constatent tous les acteurs du terrain, une révolte qui est en train de monter, qui est en train de gronder. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le plan, on va dire, d'installation d'éoliennes se développe en France, on voit bien qu'il y a une mobilisation de plus en plus grande dans les territoires, du côté des élus, même du côté des députés de la République, et que si le gouvernement et les pouvoirs publics ne prennent pas garde à ça, ils sont sous la menace de se retrouver avec un phénomène comparable, pas forcément similaire, mais comparable à ce qui a été les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'une révolte de la France périphérique, puisque les éoliennes sont installées dans la France périphérique, par rapport à un pouvoir central qui leur semble injuste et qui leur impose des contraintes qu'ils refusent. Dernière chose, on est face à un point essentiel de la transition énergétique. Et c'est ce que Transition Énergie ne cesse de dire, à la fois sur le plan numérique et à la fois dans la revue trimestrielle. On ne peut pas mener la transition énergétique contre les populations. C'est-à-dire que si d'une façon ou d'une autre, la transition énergétique n'est pas perçue comme un progrès social, comme un progrès économique, comme une amélioration de la qualité de vie pour les générations actuelles et pour les générations futures, si elle est perçue seulement comme une contrainte, donc on va dire si on est dans l'écologie punitive, on n'y parviendra pas et ça n'a pas de sens. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. L'Allemagne a été un précurseur de la transition énergétique. Ils ont lancé il y a plus de 20 ans une grande révolution énergétique qui s'appelle l'Energiewende 2 et qui consistait à multiplier les éoliennes et les panneaux solaires. Résultat, aujourd'hui, il y a presque 30 000 éoliennes qui sont installées en Allemagne. Ils ont le plus grand mal et les plus grandes peines du monde à réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, qui était l'objectif premier de cette Energiewende 2. Et deuxièmement, ils se retrouvent face à une véritable révolte des populations dans de nombreux länders qui refusent l'installation d'éoliennes. Donc c'est un enseignement que les pouvoirs publics et que les dirigeants en France feraient bien de comprendre. Et je pense que c'est la principale conclusion de notre enquête. Merci de nous avoir suivis jusque-là.